Dépassement budgétaire, la présidence est montrée du doigt à l'Assemblée nationale. La reddition des comptes livre ses secrets. On en parle dans le face-à-face spécial. Je reçois ce jeudi 12 novembre, après la grande édition du journal de 19h, Marcelin Bilomba, conseiller principal, collège Ecofin de la présidence de la République. 14 100% de dépassement. La présidence de la République dépense bien au-delà de ce dont elle devrait normalement disposer. La reddition des comptes à l'Assemblée nationale a livré ses secrets. Et c'est violent. Pour en parler, nous sommes avec Marcelin Bilomba. Il est le conseiller principal collège économie et finances à la présidence de la République. Vous êtes l'invité de cette émission. Monsieur Marcelin Bilomba, bonjour. Bonjour. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Les chiffres émanent du ministère des Finances. C'est en plusieurs tomes. En étude à l'heure actuelle à l'Assemblée, ces chiffres sont accablants. Le 14 000, c'est pour une rubrique, mais en règle générale, la présidence de la République dépense 318%. Elle est au-delà de ce que la loi dispose. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Christian de Sakouenou. J'aimerais faire un exercice pédagogique pour faire comprendre à l'opinion qu'est-ce qui se passe. Le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé au pouvoir le 24 janvier 2019. Ça veut dire que les budgets de l'exercice 2019 étaient préparés, élaborés par l'équipe, les pouvoirs sortants. Donc, nous avons hérité des prévisions budgétaires qui ont été faites dans les contextes qui étaient les contextes de 2018, ne sachant pas qu'est-ce qu'il adviendra en 2019. Mais qui correspondaient aux prévisions des dépenses des années précédentes. Plus ou moins. Mais vous êtes sans ignorer que le 24 janvier, nous entrons dans une coalition de gestion, j'insiste, et non pas de vision. Et ça a mis le temps que ça avait mis pour avoir un gouvernement, si je ne me trompe pas, août, si pas septembre 2019, avec le professeur Ilunga Ilunkamba. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est vraiment important et j'insiste, la démarche pédagogique. Nous sommes en 2020. Nous parlons de la reddition des comptes, donc le reclassement des comptes de ce qui a été fait en 2019. Voilà la procédure. Sous le leadership éclairé du président de la République, en date du 26 février 2020, nous avons pris toutes les dispositions à l'interne, nous, la section présidence, pour apporter la lumière dans le reclassement des comptes de l'exercice 2019. Je ne pourrais pas brandir la preuve, mais je l'ai parce qu'il s'agit d'une note interne. Qui disait quoi? Qui disait que exactement, nous avons pris toutes les dispositions pour recevoir et collaborer avec la direction générale de reddition des comptes qui, elle, dépend du ministère des Finances. Celle qui, pour l'Assemblée nationale, élabore la reddition des comptes afin que l'on puisse savoir exactement ce qui a été dépensé à l'exercice précédent. Exactement. Pour le budget à réaliser. Alors, voilà que nous avons pris les dispositions le 26 février 2020. Parce que le délai butoir pour présenter la reddition des comptes, c'est le 31 mars. N'est-ce pas? Un mois avant, nous avions pris les dispositions pour justement reclasser tous les comptes 2019 afin d'en ressortir une bonne lisibilité au cas où il y aurait des erreurs d'imputation. Mais, je peux vous dire, monsieur Christian, toutes les dispositions ayant été prises, nous n'avons jamais tenu une seule réunion avec la direction générale de reddition des comptes pour produire les rapports finaux qui, lui, devait aussi suivre des étapes, et des étapes importantes.
en respectant la loi. Et là, j'ai fait allusion à l'article 84 et 87 de la LOFIP, loi des finances 2011. Ce qui revient à dire que les chiffres qui sont repris dans ce document de reddition des comptes du budget du pouvoir central au ministère des Finances n'ont pas été validés par vous, vous les contestez. Je dis ceci, qu'on devait travailler avec la bonne collaboration, surtout que nous étions de bonne foi dans une coalition de gestion et non pas de vision. Mais nous n'avons jamais fait ce travail curieusement. Curieusement, c'est comme si ce n'était pas, je dirais, important. Pourquoi ce travail n'a pas été fait? Là, il faut demander au ministre des Finances pourquoi ce travail n'a pas été fait. Il n'est pas venu chez vous, vous n'êtes pas parti chez lui. Ça aurait dû se dérouler comment? Quand on est ministre des Finances, on est ministre des Finances de la République démocratique du Congo. Il y a des institutions, il n'y a pas que la présidence, il y a plusieurs institutions. Quand on est responsable de veiller à la bonne exécution des lois, déjà dans la procédure de reddition des comptes, parce qu'il aurait fallu, une fois que les comptes, les rapports imprimés, l'envoyer concomitamment à la Cour des comptes et à l'Assemblée nationale au 31 mars. Sinon, au plus tard, le 15 mai. Mais je peux vous dire, M. Christian, ce rapport est transmis à la Cour des comptes le 2 novembre 2020 et moi qui suis les délégués de la présidence pour parler des prévisions budgétaires, je viens de recevoir ça aujourd'hui, 1 heure avant l'émission avec vous. Donc, ce qui fait que je n'ai même pas le temps de parcourir le tout. Mais ce n'est pas ça le problème. Il faut respecter les lois du pays, surtout quand on est responsable au plus haut niveau. Il aurait fallu attendre que la Cour des comptes ait saisi le 2 novembre, comme je viens de le dire, 2020. Nous sommes aujourd'hui le 12, donc il y a à peine 10 jours. Qu'est-ce qui se passe à l'interne? La Cour des comptes est censée révisiter tous les chiffres et transmettre les rapports au parquet général près la Cour des comptes. Et après débat et délibération, une fois que le rapport est adopté, avec des observations de la Cour des comptes, qui est l'institution habilitée à faire ce genre d'audit ou de contrôle, c'est seulement à ce moment-là que je pourrais dire que l'Assemblée nationale, avec les observations venant de la Cour des comptes, peut maintenant statuer et donner un avis sur la loi des finances, donc pourtant reddition des comptes 2019. Donc aujourd'hui rien de tout ça n'a été fait. Aujourd'hui le document qui circule, selon ce que vous nous affirmez, n'est pas passé par la Cour des comptes, n'a pas été revisité par une source indépendante autre que le ministère des Finances. Mais comme je vous l'ai dit, M. Christian, vous avez toute la liberté de pouvoir, je dirais, vérifier. Et je trouve ça regrettable. Regrettable par le temps qui court. Le responsable qui a initié cela a péché par un excès ou un excédent de contre-vérités pour chercher à manipuler l'opinion avec des chiffres qui ne valent rien. Moi, les chiffres ne m'intéressent pas. Regardez, tout ça, tous ces livres, je ne vais pas absorber ça en 1 heure du temps. Ce qui est important, c'est d'avoir la tête bien faite pour pouvoir interpréter les chiffres et donner les orientations par rapport à la reddition des comptes 2019. Mais ces chiffres, s'ils ne sont pas importants pour nous, pour vous, ils sont une indication pour nous. Quand vous dites qu'il y a un responsable, il y a quelqu'un qui manipule les gens, vous parlez quoi? Des gens chargés de la reddition des comptes ou directement du ministère des Finances, voire du ministre des Finances? Moi, vous me connaissez, je n'ai pas langue de bois. Hein? Moi, je n'ai pas la langue de bois. Le ministre des Finances a péché par un excédent de contre-vérité. Quelle contre-vérité? Il devait s'assurer que la Direction générale des redditions des comptes, en son sein, puisse faire le travail avec toutes les institutions de l'État. Je parle de la présidence. Je dis bien le 26 février 2020,
le chef de l'État était saisi, que ses services avaient pris toutes les dispositions pour accueillir les contrôles ou la collaboration avec la Direction générale de reddition des comptes et avec l'appui de la DPSB, la Direction des productions et des suivis budgétaires, pour réqualifier ou réclasser, parce que les imputations erronées sont possibles. Et on devait le faire à l'interne avant de pouvoir brandir les rapports. Rien de tout ça n'a été fait, donc ça a été fait à dessein. Est-ce que, selon certains chiffres, on parle de budget présidence plus 318,71%, primature plus 171%, de ce que vous savez, puisque c'est quand même cet argent est bien parti quelque part, notamment dans les caisses de la présidence, est-ce qu'il se rapproche de la réalité? Ce qui est important, M. Christian, sous toute réserve que je suis respectueux des principes et des lois, sous toute réserve que la Cour des comptes, c'est ça même l'élégance des normes d'État, une fois que la Cour des comptes a validé, c'est à ce moment-là que nous pourrions parler avec certitude sur les chiffres. Mais les tendances, on peut en parler. Oui, les tendances, la présidence a eu dans la globalité, ce n'est pas 14 000%, c'est 318% des dépassements. 3 fois plus. Oui, que son budget. Je donnerai les éléments de la tendance. Les 14 100%, c'est uniquement sur la rubrique voyage du chef de l'État. Bon, il faut le préciser. Je vais entrer dans le détail. Mais que je vous donne un peu la nature ou bien la courbe, la trajectoire, je dirais, le fait que le budget a pris une allure exponentielle. La présidence, 318%. La primature, 171%, 171. Ministère des Finances, dépassement de 129%. Environnement, conservation de la nature, 736%. L'Assemblée nationale, toujours avec le nombre de 500 députés, 124% de dépassement. Urbanisme et habitat, 442%. Alors, je reviens maintenant sur la présidence. Le président Félix Tshisekedi est arrivé le 24 janvier 2019. En arrivant, il a hérité des prévisions budgétaires qui ont été élaborées avant. Alors que nous sommes venus dans un contexte qui était le nôtre et le président devait déployer beaucoup de déplacements. C'est la fameuse rubrique de 14 000%. C'était uniquement une ligne. Alors, vous prenez toute l'annuaire pour épingler juste la ligne, frais de déplacement, location d'aéronefs. Le président de la République n'a pas un avion à sa disposition. Il devait quand même, en son rang, se déplacer avec un aéronef de location. C'est ça qui expliquerait cette ligne de 14 000% si on avait budgétisé 2 déplacements pour 100 ou 200 000 $, alors que le président en a effectué une dizaine, très facilement, on dépasserait dans les 14 000%. C'est rien. Mais dans la globalité, l'image qu'il fallait donner, la vraie information, c'est 318% des dépassements, alors que l'environnement, conservation de la nature, 736%. Urbanisme et habitat 442. Revenons sur la présidence, M. Christian. Oui, mais quand on parle de 736% pour environnement et conservation de la nature, certains vous diront leur budget peut être faible, pas aussi important que la présidence de la République, et qu'il s'explique peut-être, il n'est pas aussi énorme. Quand on parle de 14 100%, par exemple, pour les voyages du chef de l'État, on s'imagine peut-être qu'on parle de quand même beaucoup plus notamment que le budget de l'environnement et conservation de la nature, à des montants qui peuvent avoisiner l'achat d'un avion. Oui, mais l'achat d'un avion, c'est beaucoup plus cher que ça. Ça, on va y revenir. Mais je reviens sur les 318%. Là, on me donne l'occasion de parler aussi. Mais, M. Christian, le budget 2019 n'avait pas pris, à titre d'exemple, le fait qu'en 2019, on payerait au président sortant, qui est aujourd'hui sénateur à vie, des sommes exorbitantes que je ne citerai pas, mais je connais.
Oui, mais bon. Non, laissez-moi expliquer. Mais c'est dans la présidence, justement. C'est la présidence Mais bien qui paye sûr, au président. c'est la présidence qui paye. sortant. C'est ce que les gens ne savent pas. De combien de pourcents cela ferait excéder... Non, parce que ça c'est important. Non, parce ça que... je ne voudrais pas le dire Oui, mais parce qu'aujourd'hui, je suis très élégant. Monsieur Bilomba, aujourd'hui, Non, nous Christian. sommes en pleine consultation je suis où les élégant. uns accusent les Non, autres. je peux vous dire- L'élégance, si vous aviez été à ce point élégant, vous n'auriez pas mentionné l'allocation à l'ancien président. Oui. On est dans quel ordre en pourcentage? Laissez-moi vous dire que ce qu'on donne aujourd'hui au président sortant, le sénateur à vie, c'est de l'ordre de ce qu'on paye rémunération à des DG des sociétés multinationales cotées en bourse de Paris, de Francfort, de Hong Kong. Alors que... Et c'est ça qui alors alourdit... que la rémunération du président en exercice, c'est consigné dans la loi, c'est une somme modique. De combien? On peut savoir ça? Non, je ne peux pas le dire, sinon je dois dire les deux. Le but n'est pas là. Moi, je suis élégant. Je ne viens pas exhiber des chiffres de 14 000%. Je suis responsable de montrer que l'interprétation des chiffres, il faut donner ça avec précision pour ne pas dérouter l'opinion. Alors, pour ne pas dérouter l'opinion, puisque vous avez abordé ce sujet, allocation au sénateur à vie. 318,71% de dépassement pour la présidence. Si vous n'aviez pas à payer cette charge, votre dépassement aurait été votre question de 300% ou plus, moins. Vous prenez la tangente. Je vous dis que la rubrique qui concerne le paiement sénateur à vie, c'est de l'ordre des DG des sociétés multinationales cotées en bourse. Je pense que ce que je suis en train de dire, les initiés vont comprendre cela. C'est très clair. Assumé par le président Tshisekedi. Assumé par la République sur la section 10 de la présidence. Et aujourd'hui, laissez-moi enchérir. Je ne viens pas pour taper sur les sénateurs à vie. Avec 2500 gardes républicaines, il y a combien de présidents? Ça coûte de l'argent. N'est-ce pas? Le sénateur à vie a 2500 gardes. C'est pas plus. Alors vous comprenez? Tout ça, c'est aux frais de la présidence. Depuis quand? Et c'est ça qui fait gonfler ces chiffres. Monsieur Trump va quitter bientôt. Est-ce que concomitamment, il aura les mêmes prestations en tant que président actuel par rapport à la situation qui va prévaloir le 20 janvier 2021? Non. Ce sont donc ces accords-là que le président veut condamner. C'est une occasion pour que les députés, à qui j'ai beaucoup de respect, doivent saisir l'occasion de révisiter, oui, cette loi sur le sénateur à vie afin de faire respirer la loi des finances. C'est très facile de critiquer, mais là, en fait, ils m'ont donné l'occasion de montrer qu'ils n'ont pas bien mijoté avant de critiquer. Avant de critiquer, il faut bien mijoter et surtout respecter la loi. Ne pas respecter la loi. L'article 84 et 87 de la LOFIP 2011 montrent à suffisance qu'il y a eu un déficit d'honnêteté de la part du ministre des Finances. Soyez un peu plus précis. Au lieu de manipuler l'opinion avec des chiffres de 14%. On a bien compris que vous le contestez et après vous, nous le recevrons. En tout cas, nous allons essayer. Soyons précis. C'est 20%, c'est 30%, c'est 50% du budget de la présidence dont vous faites mention ici, ou c'est 10, 1%? Ça aurait sa part, je suis d'accord. Mais là, on parle de 318,71%. Cette seule allocation du président de la République explique ces chiffres? Cette rubrique, elle est tellement énorme que j'ai honte de le dire ici dans les ondes. Je m'excuse, en tout cas, je ne le dirai pas. Mais je connais les chiffres. Je connais ce qu'on paye au sénateur à vie. Je connais ce qu'on paye au président de la République. Moi, je connais. Je vous dis que c'est de la honte pour un pays comme le nôtre, où nous avons un faible niveau de mobilisation des ressources. Et c'est le président le mieux payé au monde. Il est dans la catégorie des DG, des MD, des multinationales cotées en bourse. Il est donc le seul responsable du dépassement à la présidence de la République. Une grosse partie. Et puis j'enchaîne. Le président Tshisekedi est arrivé
dans le contexte qui était le sien. Évidemment, l'équipe sortante n'avait pas autant de membres de la présidence, parce que les gens souvent confondent. Les cabinets, ce n'est pas la présidence. La présidence, c'est les cabinets et dans la présidence. Il y a plusieurs services attachés à la présidence. On a d'ailleurs accusé le président Tshisekedi d'en avoir créé beaucoup trop, certains qui ont d'ailleurs la même raison sociale que d'autres. Écoutez, ça c'est la politique du président. Il a eu le temps de voir qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans. Il a le temps de recadrer. Il a le temps de se projeter. Parce qu'aujourd'hui, M. Christian, le plus important et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de ne pas me dérouter de l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, les Congolais ne le savent pas. Mais je profite de votre antenne pour le dire. Aujourd'hui, nous risquons la noyade. Et je suis serein et calme. Nous risquons la noyade et nous faisons un effort considérable pour ne pas tomber dans la noyade, parce qu'il y a 3 choses pour lesquelles nous devrions absolument remplir comme condition pour ne pas tomber dans la noyade. Ça veut dire quoi? Il nous faut absolument signer un programme de référence avec les partenaires des institutions de Bretton Woods, parce que si nous signons cela, on aura un appui budgétaire de 200 millions de dollars américains, ce qui nous aiderait à ne pas recourir au financement monétaire, à perdre les acquis de la stabilité macroéconomique et revivre l'inflation et tout le reste. Alors, il nous faudrait 3 choses, notamment trouver la solution à la loi Télécom, qui est une patate chaude que nous avons héritée du régime 2018. Et cette loi Télécom, tant qu'elle ne sera pas promulguée de droit, on risquerait. Deuxièmement, il nous faudrait nommer les animateurs à la Banque centrale pour que nous puissions nous conformer à la loi organique qui organise justement la Banque centrale. Et troisièmement, on doit justifier l'utilisation des fonds Covid. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà les priorités qui devaient nous intéresser pour ne pas tomber dans la noyade. Mais voilà que le président de la République, avec tous ces éléments que je viens de vous étaler, a appelé les consultations. Alors, pour donner un coup de pied à ces programmes de consultation, on nous fabrique 14 000% qui représentent une petite ligne de rien du tout. Et il faut comprendre le concept. Il ne faut pas rabâcher les chiffres. Les chiffres, il faut les interpréter. Non, j'ai bien compris, mais quand on interprète bien les chiffres et on parle de consultation pour chercher solution, on se rend bien compte, et on doit le dire, que le problème, il n'est peut-être pas que dans l'accord FCC Cash. Je viens de faire un calcul rapide. Quand j'additionne les dépassements de la présidence, de la primature, de l'Assemblée nationale, du secrétaire général du gouvernement, des affaires étrangères, des ministères des affaires étrangères, de la décentralisation, de la défense, des finances, du budget, de l'enseignement primaire et secondaire, de l'urbanisme et habitat, de l'agriculture, de la communication et médias, environnement et conservation de la nature, sport et loisirs, fonction publique, genre, famille, enfants, je suis à 1850% de dépassement. Ça, ce sont leurs chiffres. Même si vous dites qu'ils n'ont pas été avalisés par la Cour des comptes, ça, c'est la réalité des faits. Ça, c'est la réalité des faits. On se rend bien compte que le principal ou le gros problème, sachant que 95 à plus de 100% des recettes de l'État vont dans les rémunérations, on se rend bien compte que la manière à laquelle ce pays est géré n'est pas bonne. Ah, très bien, merci beaucoup, merci, monsieur Christian. Elle n'est pas bonne, oui. Et elle est accentuée par le fait que depuis 2 ans, les responsabilités sont partagées entre FCC et Cash. Il aura fallu, 1, que le président appelle les consultations, et que 2, on parle de 14 100% de dépassement, et donc on choque les esprits, pour que l'on puisse avoir un début d'explication sur le fait que, à côté de cela, l'économie ne tourne pas. Au moment où on voit la présidence à 318%, on voit que l'économie nationale n'a que 57,35% de son budget. Donc, on ne peut même pas se plaindre
de la politique sur l'économie nationale, parce que la moitié du budget lui est donné, la reconstruction de ce pays, on parle beaucoup il faut reconstruire ce pays, 10% du budget alloué à ce secteur lui est accordé. Le tourisme, dont on parle beaucoup, c'est 22%. Les affaires sociales, c'est 60%. On parle d'un pays qu'on veut démocratique. L'opposition politique a un budget. Il est, lui, exécuté à 0%. Alors aujourd'hui, ma question est la suivante. Est-ce que les vrais problèmes, au-delà de tout, c'est pas d'abord cette gestion, cette gestion que l'on montre, que l'on voit par les chiffres, pas très managériale, on va dire. Écoutez, d'abord, je dois donner une information. C'est la première fois depuis, je dirais, plusieurs décennies que nous avons pu mobiliser des recettes à un niveau beaucoup plus élevé par rapport aux années passées. Ça, c'est une information. Vous pouvez la vérifier. Pour ce qu'on en fait ? Non. C'est encore... Mais écoutez, vous n'êtes pas au courant des problèmes de partenariat stratégique ? Les conseils des ministres qui décident d'élaguer les exonérations illégales fallacieuses. N'est-ce pas ? Le ministre des Finances, qui lui contrôle les régies financières, bloque le processus et ne donne pas un ordre de mesures administratives pour implémenter les recommandations du Conseil des ministres. Et quand la DGDA a compris, a essayé de le faire en déconnectant des exonérations illégales, il a eu la foudre. Il n'y a que la DGDA. Je ne dis pas que les autres sont des récalcitrants, mais les autres attendent les go du ministre des Finances qui lui torpille. Parce que s'il était animé de bonne foi, de respecter les recommandations du Conseil des ministres, il allait s'exécuter. Et il a excellé dans un déficit de vérité. Parce qu'il y a eu une réunion, ça je dois vous révéler cela, présidée par le ministre du portefeuille, avec toutes les parties prenantes des ministères sectoriels productifs. Et monsieur des Finances, il a brillé par son absence. José Sélé, il a Oui, il a brillé par son absence. Il a envoyé, comme d'habitude, ses conseillers. Nous sommes au courant de ça. Vous êtes journaliste. Allez voir le ministre Kouété, du portefeuille, qui avait présidé la réunion. Il avait brillé parce qu'il ne voulait pas, justement, donner la chance au pays de maximiser plus de recettes parce qu'il y a trop de fraude. Aujourd'hui, quand on voit tous ces chiffres, aujourd'hui, quand on voit comment cette coalition est d'amour et d'entente et de cohésion, c'est un euphémisme, que ce soit les uns ou les autres, quel espoir, en ajoutant ces chiffres, on peut encore donner au peuple congolais qui se plaint de manque d'eau, avec un ministère qui, s'il avait 100% de son budget, paierait peut-être les factures de l'État, de manque d'électricité, avec un ministère qui, s'il était doté de ses moyens, eux n'ont pas 100% du budget, serait livré à tous les abonnés. Et avec ce palier de la ménagère qui va crescendo, avec un ministère de l'économie nationale qui n'a pas les moyens. À quoi jouons-nous ? Est-ce que la gestion, est-ce que les déclarations des uns et des autres ne sont pas un arbre qui cache une forêt de catastrophes ? Justement, M. Christian, c'est pourquoi on ne doit pas se dérouter de l'essentiel. Le chef de l'État, le premier citoyen a compris. Et il a déclaré le 23 octobre dernier qu'il allait consulter la population congolaise, toute la base, pour donner une nouvelle orientation. Et c'est ça, le chef de l'État qui est le garant de la nation, c'est lui qui est l'arbitre. Donc, l'espoir est permis. Ce qui est mauvais, c'est de demeurer dans cette situation avec des partenaires qui s'illustrent dans les cas d'espèce, à montrer à l'opinion des dépassements de 14 000%, n'ayant pas respecté la loi
ayant bafoué l'article 84-87 de la LOFIP 2011, n'ayant pas attendu les résolutions ou du moins les observations de la Cour des comptes, alors est-ce que c'est un partenaire ou bien c'est un torpilleur pour torpiller les consultations? C'est clair, le peuple congolais n'est plus dupe. Ça a été fait à dessein pour torpiller les consultations et nous sommes là pour recadrer. Mais l'espoir est permis. J'ai eu à passer une émission avec vous il y a quelques temps en arrière. Tous les problèmes résident, je dirais, dans deux choses, de la refondation économique de notre pays. On est resté dans des méthodes archaïques. On doit sortir de cette façon de faire. Et en parlant du budget, j'aimerais aussi comprendre, et plutôt faire comprendre à l'opinion une chose. C'est archaïque de continuer à établir un budget d'allocation des ressources. Un pays comme le nôtre, non. Nous pourrions penser à autre chose. Bien sûr qu'il faut présenter le budget à l'équilibre dépenses-recettes. Mais il faut d'abord exprimer nos besoins. Quels sont les objectifs que nous aimerions atteindre dans l'exercice 2021 ou bien 2022. Et nous allons chiffrer cela. Et si nous chiffrons à un montant beaucoup plus élevé par rapport à notre capacité de pouvoir mobiliser les recettes, parce qu'il y a beaucoup trop de voleurs, je dis bien des voleurs, des gens irrespectueux qui veulent vivre toujours dans les privilèges des impunités et des humilités. Ou qui viennent de découvrir, parce que le procès des 100 jours que vous montrez, que l'on montre en exemple, a montré que c'est... Il faut bannir ça. Et ça, les réflexes devaient venir de l'unité budgétaire du gouvernement. De penser à un budget, plutôt programme, le plus rapidement possible. Mais il y a des préalables. Les préalables, c'est qui? C'est celui qui peut nous apporter des ressources. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour accéder au financement innovant sur des plateformes financières internationales? Nous, un pays doté des assets minéraux divers. Non, ou soit c'est de l'ignorance, ou c'est de la mauvaise foi, parce qu'on ne veut pas que ces pays émergent. Dépassement budgétaire, la présidence est montrée du doigt à l'Assemblée nationale. La reddition des comptes livre ses secrets. On en parle dans le face-à-face spécial. Je reçois ce jeudi 12 novembre, après la grande édition du journal de 19h, Marcelin Bilomba, conseiller principal, collège Ecofin de la présidence de la République.